Alors revenons à l'Ukraine et à cette trêve dont Washington et Moscou ont discuté et surtout aux conditions que pose le Kremlin à un éventuel cessez-le-feu. Alors on en parle avec Tetiana Ogarkova, journaliste et responsable du département international au Ukraine Crisis Media Center. Bonsoir Madame Ogarkova. Bonsoir. Alors, d'abord, comment les gens réagissent en Ukraine? Est-ce que les gens y croient à cette trêve? Est-ce que les gens pensent que véritablement Moscou va cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques parce que c'est ce qui est proposé? En effet, la réaction en Ukraine est très vive par rapport à cet appel téléphonique. Pour résumer ça d'une manière très courte, on aurait dit que la montagne avait accouché d'un souris parce qu'on attendait en fait une décision beaucoup plus radicale et en fait on attendait que soit la Russie accepte le cessez-le-feu de 30 jours inconditionnel sur la terre, mer et dans l'air, soit il y aura une réaction du côté américain de Joe Biden, de Donald Trump qui nous promettait la paix par la force, qu'il y aurait une réaction très vive et puis la pression exercée depuis les États-Unis sur la Russie en termes de sanctions ou autre chose. On a vu ni l'un ni l'autre. On a vu que le Kremlin avait littéralement mis Donald Trump en position de faiblesse, puisque même les communiqués, si vous les lisez, les communiqués sur le site de la Maison Blanche et les communiqués du côté russe, ce ne sont pas des mêmes textes. Dans le côté russe, dans la version russe, affichée sur le site du Kremlin, vous allez voir beaucoup plus de points en fait qu'ils exigent pour arriver à une espèce de paix et donc des choses qui ne figurent même pas dans le plan américain. Donc aujourd'hui, aux heures où je vous parle, en fait, il y a une alerte aérienne dans la région de Kiev, tout justement, et on est très méfiant par rapport à l'idée que la Russie va effectivement arrêter les frappes, même contre les infrastructures énergétiques. Bon. Par ailleurs, Poutine dit qu'il est prêt à travailler avec ses partenaires américains. C'est bien ce qu'il a dit pour étudier les possibilités d'en arriver à un règlement stable, un règlement de paix. Ces discussions se font sans l'Ukraine. En ce moment, le président Zelensky a déjà déclaré il n'y a pas si longtemps que c'était inacceptable, que Kiev devait être à la table de négociation. Alors, est-ce qu'il va accepter ces nouvelles négociations qui vont se faire, semble-t-il, bientôt? En fait, l'appel téléphonique d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cette architecture diplomatique qui avait commencé la semaine dernière. C'est-à-dire que d'abord, il y avait quand même cette réunion entre les États-Unis et l'Ukraine en Arabie Saoudite, pas au niveau des présidents, mais au niveau des équipes diplomatiques. C'est là que nous avons commencé en fait à discuter de cessez-le-feu. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, on va dire comme ça. Mais évidemment, sur le fond de votre question, les propositions à étudier seront étudiées par l'Ukraine. Et donc nous connaissons, et tout le monde connaît en fait des lignes rouges de l'Ukraine, qui est un pays agressé, qui n'est pas un pays qui avait commencé cette guerre. Et donc, il y a plusieurs lignes rouges, comme par exemple, que jamais l'Ukraine ne reconnaîtra officiellement, je veux dire juridiquement, les territoires occupés, même si on ne pourra pas libérer par la voie militaire certains territoires qui sont occupés, ou bien le choix civilisationnel tel l'OTAN ou l'Union européenne. Il n'y a personne, ni Washington, ni Moscou, qui peut nous imposer notre choix, donc le choix d'un peuple. Et la dernière chose, la quantité de notre armée, parce que le Kremlin demande d'ores et déjà aujourd'hui la réduction de l'armée ukrainienne. Il demande aussi que pendant cette soi-disant trêve de 30 jours, l'Ukraine ne devrait pas recevoir des armements de l'Occident, etc. Donc tout ceci est tout simplement inacceptable. Évidemment, ça sera rejeté si de telles demandes allaient s'opposer. L'Ukraine ne pourra pas en fait se plier à des décisions faites en Moscou, Washington, ni l'Ukraine ni l'Europe d'ailleurs qui nous soutient aujourd'hui. Oui, ainsi que le Canada, évidemment. Alors, mais c'est ça. Donc, Poutine a annoncé ses couleurs aujourd'hui quand il a commencé à parler de ces conditions-là. Alors, est-ce que vous pensez que que c'est le début des négociations, qu'éventuellement il serait prêt à reculer, ou s'il pose des conditions en sachant très bien que l'Ukraine va les refuser? En fait, les deux scénarios sont possibles. La tactique habituelle des Russes est très simple. En fait, elle consiste à agresser, à voler quelque chose et après arriver à des négociations en disant que ce que nous avons déjà volé, c'est bien sûr à nous. Alors après, ce que vous avez encore, discutons de cela.
En fait, c'est une technique très très connue, elle est encore soviétique, mais elle est russe aujourd'hui. Donc, ils peuvent essayer de faire réel ce scénario-là, sous condition évidemment que Donald Trump pourrait pas être d'accord avec cela. Et donc, dans ce cas-là, ils pourront justement minimiser leur demande sans trahir en fait le sens même de cette agression-là. Il faut aussi savoir que derrière Poutine, quand il négocie depuis 10 ans, depuis 3 ans de la guerre à grande échelle, avec 900 000 soldats tués ou gravement blessés sur la ligne du front. Il y a également une économie en état qui est très très difficile en fait. Plusieurs facteurs sont là. Il y a isolation diplomatique. C'est un pays paria et donc il faudrait justifier pourquoi avoir fait la guerre pendant 3 ans pour arriver à capter voilà quelques bouts de territoire. Donc non, justement, il pourra pas. Le régime de Poutine ne pourra pas se permettre en fait l'état de choses où il aurait l'image voilà de quelqu'un qui avait perdu cette guerre, n'est-ce pas? Parce que sinon, ça constitue un risque majeur pour le régime même de Poutine. Donc, il va essayer de jouer avec les deux scénarios en réagissant en fonction de la réaction des États-Unis. Voilà, jusqu'à quel point Donald Trump va-t-il tolérer justement cette diplomatie à la russe qui consiste à demander l'impossible et puis céder d'un millimètre pour dire que voilà, vous avez aussi votre part dans ce deal. Voilà, le mot cher au Donald Trump. Alors, combien de temps va-t-il accepter ça? Et va-t-il faire une pression accrue sur l'Ukraine pour accepter des conditions que l'Ukraine jugerait inacceptables? Justement, cette question de pression, elle est urgente et fondamentale parce que tout le monde a vu la pression énormissime qui a été faite sur l'Ukraine, n'est-ce pas, cette scène dans le cabinet ovale, à la Maison Blanche, ainsi que le chantage pur et simple avec l'arrêt de l'aide militaire russe, n'est-ce pas, pour l'Ukraine. Après, ils ont coupé les renseignements militaires au moment où justement cette opération en course, et puis là, on s'interroge aussi sur le timing qui était un peu suspect parce que c'est justement au moment où les Russes préparaient leur offensive majeure dans la région de Kursk où Donald Trump nous a coupé les renseignements militaires et donc voilà, le fait que l'armée ukrainienne se retirait presque déjà de la région de Kursk, ça peut être un rapport avec ça. Or, nous voyons très peu de pression réelle que Donald Trump exerce sur la Russie, alors qu'il existe des mécanismes à faire comprendre à la Russie que l'agression, on ne peut pas agresser des pays comme on veut, on ne peut pas voler des territoires des pays que vous avez reconnus. Je rappelle à nos auditeurs que la Russie avait reconnu l'indépendance de l'Ukraine il y a 30 ans, 91, dans les frontières de 91, elle était d'ailleurs un des premiers pays à reconnaître l'indépendance. Donc voilà, ce révisionnisme historique 30 ans après, voilà, ça ouvre la voie très large, n'est-ce pas, aux autres dictateurs dans ce monde qui voudront revoir eux aussi des frontières existantes et puis ça transforme notre monde dans une espèce de jungle global où celui qui est plus fort ou bien celui qui détient l'arme nucléaire pourra attaquer les voisins, changer de frontières et faire ce qu'il veut. Donc tout ceci, donc la pression de Donald Trump sur la Russie, elle est invisible, on ne la voit pas. Mm-hmm. Madame Ogarkova, merci encore une fois aujourd'hui d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.